et à toutes. Voilà, donc officiellement on démarre la session. Et comme je le disais, on parlera d'analyse financière, mais aussi d'interprétation des états financiers. Le but de la session, faut que ce soit bien clair en fait, c'est de ne pas devenir comptable, mais c'est plus que comptable. Donc c'est analyser, c'est interpréter. Voilà. Sachant que en tant qu'investisseur, notre mission c'est de décider. Donc décider rapidement pour pouvoir en fait saisir les opportunités. Décider rapidement pour pouvoir saisir les opportunités, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà. Donc comment en temps record on arrive à décider en fait à partir de l'examination des états financiers pour ne pas louper les opportunités. Voilà. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quand même important de rappeler cela. Quand on parle d'inclusion financière, on va dire, c'est au-delà de la théorie, c'est la pratique. Dans la pratique de cette inclusion financière, on sera amené à épargner, ce qu'est la thérapie financière. Dans le processus de cette épargne-là, on sera amené en fait à investir, donc à rentabiliser l'épargne. On a vu les différentes formes de produits qu'on a, des produits financiers, des produits monétaires, les actions, voilà, puis il y en a plusieurs en fait variantes, voilà. Et on a rappelé la dernière fois que derrière tous ces produits financiers se cachaient des sociétés. Donc ces sociétés-là en fait vont émettre des titres financiers. Une société peut émettre une action, une obligation, un produit dérivé, une part de fonds immobiliers, des cryptoactifs. Voilà, donc avant même de pouvoir investir quelque part, il faut d'abord avoir l'idée qu'on investit d'abord dans une société. Et dans ce processus d'investissement, il est important de faire une analyse. Et ce que nous faisons fait partie de ce processus-là. Et dans le processus de cette analyse, là qui va nous emmener à décider, il y a beaucoup d'outils d'analyse. Ces outils-là fondent la stratégie. Et parmi les outils d'analyse, on a vu la dernière fois l'analyse macroéconomique qui s'est subdivisée en analyse sectorielle. D'abord, pour comprendre, d'abord en analyse économique, pour comprendre premièrement les différents cycles économiques dans lesquels évolue l'entreprise dans laquelle on va investir. Donc, connaître d'abord la situation économique du pays dans lequel l'entreprise va évoluer, première chose. Donc, c'était l'analyse économique. Puis ensuite, on a vu l'analyse sectorielle. Voilà, il y en avait vu deux secteurs. Les secteurs cycliques, les secteurs non cycliques. La question de savoir l'entreprise dans laquelle je veux investir, l'entreprise dans laquelle je vais acheter l'action, l'obligation, les cryptoactifs, la part immobilière, vous voyez, ou investir en private equity ou en négoce, ou même investir dans les différents créneaux d'investissement de l'organisation, que sont le marché financier, le private equity, le négoce, les cryptoactifs et la finance verte et consorts. Sachez que derrière tout ce que j'ai indiqué, il s'agit des entreprises. Ces dernières émettent ces différents instruments, donc ces différents titres financiers que j'indique, dans le but pour elles de lever les fonds pour financer leur croissance. Donc rappelez-vous aussi de la session qu'on a vue la dernière fois avec sur la gestion de portefeuille où on a parlé justement de la finance internationale. Vous voyez, voilà. Donc, voilà. Donc quand on a dit ça, je pense qu'on commence à comprendre là où on va en venir. On a vu l'analyse macro qui nous a permis de comprendre l'environnement de l'entreprise, son secteur, le cycle. Maintenant, on va voir l'analyse financière. Donc, avant d'investir dans l'action, dans un titre financier, il faut connaître l'entreprise. Est-ce que cette entreprise dans laquelle je vais investir présente des états financiers qui me rassurent? C'est vraiment ça le but. Voilà. Donc, je plante le décor. Mais retenez que dans les différents outils d'analyse, il y a une analyse macro, il y a l'analyse financière. Il y aura ensuite, financière, on verra un peu aujourd'hui dans l'analyse fondamentale de l'entreprise, dans l'analyse fondamentale. Il y aura aussi l'analyse chartiste, l'analyse technique, ainsi de suite. Demain, il va y avoir une session avec les traders qui vont un peu présenter un peu les différents patrons d'investissement. Et puis, il y aura beaucoup, cette fois-ci, d'analyse chartiste. Mais ce qu'il faut retenir globalement de tous ces outils d'analyse, c'est que elles toutes invariablement nous permettent en fait de pouvoir décider.
Donc, la finalité de tous ces outils, c'est de décider d'investir ou de ne pas investir. Voilà. Donc, cela dit, l'objectif final de cette session, c'est de connaître la démarche du diagnostic financier de l'entreprise dans laquelle on va investir, on va vouloir acheter une action, une obligation. Voilà, c'est vraiment ça. Savoir judicieusement orienter ses choix d'investissement. En outil spécifique, c'est connaître les fondamentaux, puisque avant même de dire que je vais investir dans telle entreprise, il faut que je connaisse cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Quand on parle de fondamentaux, c'est ça, c'est sa gouvernance et consort. Savoir lire et interpréter un bilan. Vous devez pouvoir lire en l'espace de 5 minutes les états financiers de l'entreprise et pouvoir rapidement décider. Puisque voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises dans lesquelles on investit sont astreints en fait à l'obligation de tenue des états financiers réguliers qu'ils doivent communiquer. Et c'est sur la base de ces documents financiers qu'on va décider d'investir ou de ne pas investir. Savoir donc analyser l'entreprise, prendre une décision, savoir investir et ou désinvestir au bon moment. Voilà. Donc c'est une session extrêmement importante qu'on va voir aujourd'hui sur l'analyse financière. Donc on aura bien sûr une introduction et après la définition des grands concepts, on parlera premièrement de l'analyse des fondamentaux de l'entreprise qu'on appelle l'analyse fondamentale. Après l'analyse fondamentale, on va aussi voir la lecture et l'analyse des états financiers. C'est très important. Voilà. Et puis enfin, parler de quelques ratios financiers voilà, qui apparaissent dans les états, dans les états financiers en général. Voilà. Quand on a fini ça, je pense qu'on peut apprécier en fait naturellement une entreprise et puis nous permettre de pouvoir voir en fait, de pouvoir décider finalement d'investir ou de ne pas investir. Et ce que je voulais aussi rappeler, c'est que au travers de l'analyse financière, on arrive à entrevoir la gestion même de l'entreprise, c'est le management de la direction. Puisqu'une entreprise qui va vendre des produits en interne doit, à la fin de la journée, pouvoir sa gestion doit pouvoir se traduire par une performance, bien sûr, financière. Donc, ça sert à rien d'aider une jeune entreprise et puis ne pas être capable de générer, en fait, un résultat positif. Vous voyez, donc tout est lié, en fait. Donc, au travers de l'examination des états financiers, on arrive à comprendre même le type de gestion même de l'entreprise. Et cette gestion peut être de nature à nous rassurer comme à nous décevoir. À partir de ce moment-là, ben, on va opérer des choix. Voilà, donc c'était quand même important de révéler cela. Donc l'analyse financière, c'est un ensemble de concepts, de méthodes, d'instruments qui permettent de traiter les informations comptables en vue donc de formuler une appréciation relative de la situation financière de l'entreprise et puis pouvoir aussi apprécier notre appétence au risque. Donc, l'analyse financière, c'est une démarche en fait d'analyse, c'est une méthode, voilà, qu'on va voir, qui va nous permettre finalement de nous questionner sur la situation financière de l'entreprise, sa performance ou non, voilà, et sa gestion. Donc, elle nous permet, nous, en tant qu'investisseurs, de pouvoir apporter en fait un jugement clair sur la santé de l'entreprise, de savoir notamment, de façon assez précise, est-ce que l'entreprise dans laquelle on veut acheter l'action d'obligation, est-ce que l'entreprise là est une entreprise sûre? Voilà. Est-ce que l'entreprise est une entreprise solvable? Est-ce que l'entreprise est une entreprise financièrement autonome? Voilà. En fait, voilà. Donc, la structure du bilan va conforter ou pas notre confiance dans cette entreprise-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne veut pas perdre notre argent. Simplement. Voilà. Donc, vu qu'on ne veut pas perdre notre argent, c'est très important pour nous de nous rassurer que cette entreprise dans laquelle on va investir est une entreprise qui nous rassure. Donc ça, c'est vraiment ça en fait l'objectif de cette session et le décor en fait. On arrive à ce niveau-là. Et ne pas oublier que nous sommes des décisionnaires. Vous êtes des décisionnaires. C'est très très important. Voilà. Donc, quand on a dit cela, l'analyse, avant même d'entrer concrètement dans l'examination des états financiers et consorts, en vue d'apprécier la santé financière de l'entreprise, on doit d'abord connaître l'entreprise. Une entreprise qui va nous proposer des actions, des obligations, des produits dérivés, il faut la connaître. Ce qu'on appelle le fondamentaux de l'entreprise. Il faut la connaître surtout pour savoir
comment l'entreprise crée de la valeur. Et on a dit la dernière fois qu'on ne va pas investir dans une entreprise dont on ne sait pas exactement le processus de création de la valeur. C'est très dangereux. Voilà. Donc, connaître l'entreprise, c'est quoi? C'est connaître d'abord la raison sociale de l'entreprise, son siège social, son conseil d'administration, qui sont les dirigeants. C'est très important. On ne va pas investir notre argent dans une entreprise dont le dirigeant a fait l'objet d'une poursuite pour blanchiment des capitaux ou même d'une condamnation judiciaire ou même qui s'est rendu coupable, je sais pas moi, d'une infraction. Et vous voyez, tout ça, c'est très important. Voilà. Voilà. Donc, il faut connaître les membres du comité de gestion, leur parcours. Est-ce que ailleurs, ils n'ont pas conduit X ou Y entreprise dans une faillite, tu vois? C'est vraiment important. Il faut aussi connaître le secteur d'activité de l'entreprise. Donc, maîtriser le secteur. Connaître les différents produits, les biens et services de cette entreprise et quel est son positionnement stratégique par rapport à la concurrence. Vous voyez? Donc, on sait toutes ces questions qu'il faut se poser. Il faut aussi se poser de savoir quelle est la part de marché de cette entreprise dans son secteur d'activité. Part de marché, ça vente au local comme ça vente à l'exportation. Voilà. Donc, tout ça revient en fait à connaître l'entreprise. Une entreprise, si je vous prends un exemple, qui nous fait un chiffre d'affaires de 10 milliards aujourd'hui. Pour vous, c'est bien. Et puis un bénéfice, je sais pas moi, de 2 milliards net. Vous pouvez dire que l'entreprise est bonne en apparence. Voilà. Le tout est positif. Mais cela peut ne pas être vrai. Une entreprise peut présenter un bilan pareil, mais en réalité, un taux de paie du marché. Pourquoi? Parce que quand on va faire une confrontation avec, par exemple, l'exercice précédent N-1 ou N-2, par exemple, on va voir que l'entreprise qui avait fait un chiffre d'affaires de 10 milliards aujourd'hui, il y a 2 ans, nous faisait un chiffre d'affaires de 100 milliards. De 100 milliards à 10 milliards, vous voyez, il y a une perte de marché. Donc, il faut bien connaître en fait, cette entreprise, bien connaître son positionnement effectivement au niveau de la concurrence. Voilà. Donc, c'est très important pour l'ensemble des entreprises qui sont cotées sur les places financières, qui vont émettre des produits financiers. Il faut connaître ces entreprises-là. Voilà. Investir n'est pas un jeu, c'est avant tout de la stratégie. Et ces stratégies commencent justement par, bien sûr, l'analyse macro pour comprendre l'environnement global, mais aussi connaître les fondamentaux de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est un premier niveau d'analyse qu'il faut faire. Quand on a fait ça, maintenant, on peut être à l'aise à rentrer concrètement dans l'analyse financière. Donc, dans les états financiers, il y a plusieurs documents qu'on va regarder. Il y a le TAFIR, il y a le journal des opérations, il y a le bilan, il y a le compte de résultat. C'est surtout ces deux documents sont établis de façon trimestrielle. Les documents sont communiqués en fait aux investisseurs pour leur permettre d'apprécier en temps record, en temps réel, la situation financière dans laquelle ils vont investir. Voilà. Donc, le bilan, en gros, comme on le dit en comptabilité, c'est un document financier qui va rappeler en fait l'état de l'entreprise, donc le patrimoine. Donc, il s'agit d'un tableau qui va récapituler tous les moyens de production de l'entreprise d'un côté, puis de l'autre côté, l'ensemble des moyens de financement mis à sa disposition. Ici, c'est traduit par l'actif et le passif. Donc, l'actif va représenter tous les moyens de production et puis le passif va représenter tous les moyens de financement mis à sa disposition. Quand on dit moyens de financement, c'est tout. Hein. Il y a de la dette, il y a des capitaux propres, il y a les prêts, les emprunts, il y a pas mal de systèmes déjà. Voilà, c'est très important. Voilà. Un bilan comptable représente à l'instant T une photographie du patrimoine de l'entreprise. Donc, arriver à faire ce bilan, en fait, c'est justement de nous permettre de comprendre le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine de l'entreprise a aussi, au-delà de tout, une valeur, je dirais, en matière de sûreté. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vient donner de la confiance aux investisseurs. Oui. Lorsque une entreprise présente un patrimoine assez structuré, assez bien, assez important,
donc il y a des actifs qu'on peut saisir en fait. Ça vient renforcer en fait la confiance des investisseurs qui vont mettre de l'argent, puisqu'en fait derrière, ils peuvent se dire, ben voilà, si ça va pas, on peut saisir les biens. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un patrimoine. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon patrimoine. Et le bilan, justement, nous permet de pouvoir apprécier ce patrimoine. Et comme on l'a dit, le bilan s'établit de façon annuelle, c'est sûr, mais aussi de façon trimestrielle. Donc, pouvoir à tout moment évaluer ses bilans. Et évaluer en fait son patrimoine, donc faire son bilan. Donc, dans les documents financiers que vous serez emmenés à lire très régulièrement, ce serait de passer en revue, premièrement, le bilan et le compte de résultat. Voilà. Et comme je l'ai dit, l'objectif de la session, c'est pas de devenir comptable, c'est pas ça, c'est de très rapidement pouvoir lire les documents qui vous sont présentés et pouvoir savoir exactement ce que l'entreprise est bien ou mal gérée. Ouais, c'est vraiment ça le but. Et j'avoue que c'est un exercice qui peut être complexe, mais en fait, c'est parce que on n'est pas sur le terrain de la théorie, mais on est sur le terrain de la pratique. C'est toute la différence. Lorsqu'on est investisseur, on doit arriver à pouvoir très rapidement décider, donc pouvoir analyser assez rapidement. Et quand on parle d'analyse financière, attention, ça c'est un préalable. Quand on parle d'analyse financière, et on l'a vu aussi, je pense, dans nos classes au primaire, une analyse est toujours par dans un référentiel temporel. C'est-à-dire quand on dit une analyse, c'est toujours comparatif. Donc on analyse forcément sur une certaine durée. Voilà. Avant d'investir dans une entreprise, il faut analyser l'entreprise, pas sur le bilan que vous êtes présenté en année N, ou N plus 1, ou N plus... Voilà, il faut aller au moins sur 3 ans. 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Voilà. Donc, il faut pouvoir avoir ces états financiers sur 3 ans. Et en ce moment-là, l'analyse a un sens. Il s'agira d'apprécier justement certains ratios qu'on va voir tout à l'heure, soit dans le bilan, soit dans le compte de résultat, et pouvoir voir est-ce qu'il y a eu de la croissance ou de la décroissance sur ces ratios-là. Voilà. Et on va se poser des questions. Donc, règle numéro 1 en matière d'analyse, il faut bien retenir qu'il ne s'agit pas de tomber sur les états financiers de l'entreprise aujourd'hui pour pouvoir, ouais, on décide, non, non, non. Il faut au moins pouvoir voir les états sur 3 exercices, au minimum, sinon 5. Nous, au niveau de EUC, on va jusqu'à 10 années, en fait. Ça nous permet de réellement voir comment l'entreprise, sur les 10 dernières années, a réussi, en fait, à créer de la valeur, a réussi à augmenter sa part de marché, a réussi à se structurer, à se rénover. Voilà, c'est très important. Donc ça, c'est un élément à retenir. Voilà. Je rappelle que la session il y aura des quiz à la fin de la session, donc vous pouvez aussi prendre des notes et tout ça, c'est très important parce que ça fait partie des règles qu'on s'est déjà nous-mêmes fixées. Voilà, donc c'était juste un petit rappel. Voilà. Donc, le premier document, en plus d'avoir vu l'analyse des fondamentaux de l'entreprise, maintenant on va voir l'analyse financière, on l'a dit, on va principalement analyser deux documents, le bilan et le compte de résultat, mais on va les analyser dans une approche comparative, donc pouvoir comparer ces états financiers sur 3 exercices, donc ça fait partie de la stratégie d'analyse. À partir de ce moment, on voit clair dans l'évolution des soldes de gestion, oui, c'est très important, voilà. Mais c'est aussi important de pouvoir comprendre comment le bilan se présente. C'est cette compréhension que nous sommes là aujourd'hui. Donc le bilan se présente d'un côté, on a les actifs, on l'a vu, d'un côté les passifs. Donc vous devez savoir que les actifs vont représenter les biens que l'entreprise possède, qui sont saisissables, qui sont rangés dans les états en fait, suivant une règle en comptabilité. C'est-à-dire on va aller des éléments tangibles aux éléments illiquides. Voilà, donc il y a une certaine règle telle que vous voyez la composition du bilan. Le passif, c'est ce que l'entreprise doit. Voilà. En d'autres termes, c'est ce que l'entreprise doit dans ses dettes plus les capitaux. Pour en d'autres termes, c'est les ressources qui financent l'actif. Donc l'argent, comment il est mobilisé pour financer l'actif. C'est vraiment ce qu'il faut pouvoir comprendre justement dans la présentation du bilan. Donc il y a trois sortes dans les actifs. On parle beaucoup de ce qu'on appelle les emplois permanents. Donc, ce sont en gros les actifs en fait que l'entreprise va détenir sur une période assez longue. Il y a les emplois
temporaire. Donc, voilà. Et puis en plus, et enfin, il y a aussi les emplois non temporaires. Moi, je les qualifie de liquides. Voilà, parce qu'après, c'est soit à trésor, voilà, ce sont des choses qui ne sont pas forcément saisissables. C'est aussi peut-être le brevet, ouais, un peu. Mais tout ça rentre dans le patrimoine. Le patrimoine a pour aussi objectif de pouvoir être saisi par les créanciers. Voilà. Donc, dans les passifs, il s'agit des ressources, on l'a dit. Donc, il y a les ressources permanentes, les ressources temporaires également, voilà, constituées à partir aussi des réserves de l'entreprise, des bénéfices qu'elle va pouvoir réaliser et tout ça, voilà. Donc, le plan comptable se subdivise en fait en plusieurs parties. Donc, ici, c'est dans le bilan maintenant, comme il est présenté. Il faut juste comprendre d'abord l'architecture du bilan. Donc, il y a ce qu'on appelle les actifs immobilisés aux actifs circulants et au compte. Donc, mais la manière dont c'est structuré, on parle des immobilisations aux aspects plus ou moins, je dirais, un peu illiquides. Donc, c'est un peu comme ça que c'est construit. Donc, dans les actifs circulants, ou les emplois permanents, on va voir les immobilisations incorporelles, corporelles, financières, oui, tel que ça est. Voilà. Et tout ça doit pouvoir être évalué. Quand on fait un bilan, on va évaluer ces actifs-là. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent se déprécier dans le temps. Donc, on va évaluer ça. On évalue parce qu'on peut saisir. Ce sont des biens saisissables qui peuvent, qui peuvent en fait rembourser une certaine créance qu'on aura acquis. Et c'est un élément de gage voilà, un élément de gage en fait à l'endroit des créanciers. Donc, on a les actifs immobilisés, on a aussi les actifs circulants. C'est le stock, c'est sur les créances que l'entreprise a, les valeurs mobilières, enfin, l'argent, la trésorerie, tout ça. Voilà. Donc, voici les deux classes d'actifs en fait qu'on va voir dans le bilan. Voilà. Et ce bilan-là, comme on l'a dit, doit pouvoir être fait annuellement, c'est sûr, mais trimestriellement. On doit avoir un état de ces bilans, du bilan. Voilà, ça nous permet de voir, voilà. Et comme je l'ai dit, dans la démarche de l'analyse, il s'agira pour nous d'apprécier en fait ces bilans-là sur 2 ans, 3 ans, pour voir un peu, pour apprécier la taille du patrimoine de l'entreprise. Et plus le patrimoine est important, plus cela va refléter un certain niveau de confiance au profit à l'endroit des investisseurs, ce qui aura pour conséquence de les motiver à investir ou ne pas investir. Oui, donc c'est important. Donc gardez en mémoire déjà cette situation, que le bilan est subdivisé en deux classes d'actifs, les actifs circulants et les actifs non circulants. Donc actifs immobilisés ou non circulants, on a les emplois permanents. Actifs circulants, on a les emplois temporaires. Voilà. Donc, tout à fait en haut, les actifs immobilisés vont représenter le gros investissement que l'entreprise va faire. Donc, on va acquérir un terrain, on va construire les bureaux, on va avoir du matériel qu'on va déplacer. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les investissements en général. On a ensuite le stock. Le stock, c'est ce qui va être vendu. Voilà, les marchandises de conso. Et puis, on a la créance, c'est tout ce qui reste dans la trésor. Voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir évaluer tout ça. Ça nous donne en fait une idée. Que ce soit les investissements, le stock ou les créances, retenez que ce sont des choses qui peuvent être saisies. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir établir le bilan, parce que ça constitue une certaine garantie, un gage saisissable en fait. Voilà, pour les créanciers qui donnent de l'argent. C'est très important. Voilà. Donc, on a vu le bilan. Maintenant, là, on va voir maintenant. On a vu l'actif. Maintenant, on va voir maintenant le passif, puisque le bilan est constitué de deux classes, l'actif et le passif. Et là, on l'a dit que dans le bilan, en fait, pour nous, l'objectif, c'est d'apprécier le patrimoine de l'entreprise. Donc, on va photographier, en fait, l'entreprise pour voir est-ce que elle va bien ou pas. C'est ça, en fait, la démarche du bilan. Voilà. Donc, dans le passif, on a bien dit que le passif, c'est représenter l'ensemble des ressources qui financent les emplois de l'actif, dont on a vu les investissements, acheter un bien, acheter des véhicules, acheter le produit pour vendre le stock, garder un peu de l'argent de trésor et tout ça. Donc, tout cet argent-là est financé à partir des éléments du passif, dont, premièrement, les capitaux propres, ensuite, la dette et puis peut-être les provisions.
Voilà. Donc, les capitaux propres, en général, c'est le capital social de l'entreprise, donc les apports des actionnaires. Il peut avoir les primes d'émission, des fusions et tout ça. Voilà. S'il y a eu les fusions d'acquisition. Il y a aussi les réserves que l'entreprise va être amenée à faire. Donc, il y a plusieurs formes de réserves, les réserves légales, statutaires, réglementées, consorts. Donc, les réserves, c'est de l'argent qui est mis de côté, en fait, progressivement, et qui vient, en fait, renforcer les capitaux propres de l'entreprise. Il y a aussi les subventions d'investissement et tout cela, résultat net et consorts. Voilà. Donc, donc ça, tout ça représente ce qu'on appelle les capitaux propres. Il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des provisions, plusieurs formes de provisions qui constituent des fonds que l'entreprise peut avoir. Voilà, provision pour impôts, pour des risques et consorts qu'elle peut avoir en fait sur son activité. Mais plus important, ce sont ses dettes. Ce sont ses dettes. Donc, on a plusieurs formes de dettes. Dans les dettes financières, les dettes d'exploitation et les dettes diverses. Donc, dans les dettes diverses, peut y avoir aussi ce qu'on appelle les engagements hors bilan. Donc, lorsque on apprécie le patrimoine de l'entreprise, il faut regarder tout ça. Voilà. Le niveau de la dette nous permet de voir est-ce que l'entreprise est solvable ou pas. Est-ce qu'elle peut faire face à ses engagements? Puisqu'il y a des engagements hors bilan qui peuvent aussi être assez importants. Voilà, enfin, être important en fait dans l'appréciation de la santé financière qu'on va se faire de l'entreprise. Voilà. Donc voilà les différents éléments en fait du passif qui finance l'actif dans le bilan. Voilà. Ce qui est important ici, c'est que dans l'actif ou le passif, nous, en tant qu'investisseurs, notre objectif, c'était d'abord de comprendre ça. Mais la question qu'on se pose, on l'a dit en début de session, c'est de savoir ce que l'entreprise, là, est solvable financièrement. Est-ce qu'elle est sûre? Oui. Donc, il y a un jeu de ratios qui va maintenant se mettre en mouvement. Les ratios sont simplement tirés des résultats intermédiaires que vous voyez. C'est-à-dire que dans le résultat du précédent qu'on a vu dans l'actif, il y a plusieurs soldes. Le solde, je sais pas moi, de l'actif circulant, le solde de stock et tout ça. Donc, on va juste, en fait, faire des ratios, c'est-à-dire on va créer des variables à partir de ces soldes-là. Et ça nous donne, en fait, des indicateurs qui nous permettent d'apprécier, en fait, l'état, enfin, la santé financière de l'entreprise. Et ça, on va le voir dans les sessions à venir. Donc, ce qu'il faut retenir déjà dans les états financiers, c'est d'abord ces structures que je vous ai présentées, et aussi ce que chacun signifie, et aussi ce que c'est que le bilan pour l'entreprise, et aussi ce que c'est que l'intérêt du bilan. L'intérêt du bilan, c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est que c'est un élément de gage pour les investisseurs, voilà, pouvoir apprécier en fait le patrimoine de l'entreprise, qu'il est conséquent ou pas, puisque le niveau de la dette est aussi corrélé au bilan. Voilà. Donc ça, c'était le bilan. Mais lorsqu'on fait le bilan, qu'on a le patrimoine, c'est pas suffisant. Faut maintenant, le bilan, c'est tous les moyens mis en œuvre. L'entreprise a tout ça elle va développer son activité. Quand elle développe son activité, elle doit pouvoir faire ce qu'on appelle, nous donner en fait l'état de sa gestion, qui se traduit par son compte de résultat. Donc, quel est son résultat? Puisque on crée une entreprise dans le but de pouvoir développer une activité en vue d'engranger des bénéfices. C'est ça en fait la finalité. Donc là, dans le compte de résultat, c'est l'exploitation là. Achat, vente et tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc le compte de résultat va lister toutes les recettes encaissées par l'entreprise, donc tout ce qu'elle a vendu, aussi tout ce qu'elle a dépensé. Aussi simple que ça. C'est vraiment ça l'esprit du compte de résultat. Et on peut avoir aussi à l'image du bilan du compte, un compte de résultat trimestriel. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que établir trimestriellement les états de l'entreprise euh, peut avoir un effet hyper positif, surtout lorsque les états sont positifs. Vous voyez? Quand une entreprise communique ses états trimestriellement aux investisseurs,
parlant bien sûr de l'entreprise qui est cotée en bourse, cela a un impact sur le coût du titre. Imaginez une entreprise qui fait un bénéfice trimestriel de 10 milliards. Si la valeur du titre fait, je sais pas moi, 1000 francs, quand on communique ça, en général, trimestriellement, le marché bouge. Donc, on va voir qu'en fait, voilà, il va y avoir une forte attraction. Pourquoi? Parce que quand c'est 10 milliards, on sait très bien qu'à la fin de l'exercice, il va y avoir en fait la redistribution des dividendes. Du coup, les coûts vont commencer à grimper. Et quand on paye le dividende, on fait un exercice. Au lendemain du paiement du dividende, ce qu'on appelle le coupon, quand il est payé, on voit que la valeur qui a été payée en dividende, en fait, est retirée de la valeur du titre, la valeur boursière du titre. Donc, du coup, quand on paye le bilan, en fait, on paye en fait le dividende. Au lendemain, on se rend compte que ben, le titre va baisser un peu parce qu'en fait, on a payé de l'argent. Donc, vous voyez, c'est très lié. C'est pour ça qu'il faut suivre réellement les entreprises cotées, en tout cas celles dans lesquelles on a investi, pouvoir les suivre dans l'activité économique. C'est très important. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et on l'a dit, le bilan, le compte de résultat, c'est deux classes aussi. Donc, d'un côté, les recettes et les dépenses. Donc, c'est ça. Donc, quand la recette, tout ça va rentrer dans les produits et les charges. Voilà, donc c'est très important. Donc, les produits et les charges sont organisés dans le plan comptable selon les principales fonctions suivantes. Voilà. Et attention, ici, il y a plusieurs types de résultats. Il y a au moins 5 résultats. Bien souvent, on va vouloir regarder le dernier résultat qui est communiqué, c'est-à-dire le résultat net. Non, 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 non. Faites attention. Quand on est investisseur, il y a un résultat qui nous intéresse fortement. Parce qu'après, dans le processus d'établissement de résultats, très souvent, les entreprises, pour ne pas payer beaucoup d'impôts, vont créer des charges fictives qu'on va pouvoir voir dans les immobilisations, des provisions, tout ça pour réduire en fait l'impôt. Voilà. Donc ils vont vouloir en fait diminuer ça pour ne pas payer beaucoup d'impôts. Mais finalement, ça reflète pas forcément voilà, j'ai envie de dire, le résultat net qui est communiqué ne reflète pas forcément, en tout cas, pas exactement la réelle performance financière de l'entreprise. Voilà. Donc, il y a un résultat parmi tous ces 5 résultats qui nous intéressent beaucoup, avec lequel on travaille. C'est le résultat d'exploitation qu'on appelle EBE, voilà, l'excédent brut d'exploitation. Je vais vous dire pourquoi ce résultat-là est un résultat qui est très important. Donc, quand vous avez en face de vous les états financiers examinés, n'allez pas tout de suite sur le dernier résultat net pour voir est-ce qu'on a fait une perte. Non, non. Regardez, prenez le temps de regarder le résultat d'exploitation parce que lui, en fait, il va traduire même l'activité réelle de l'entreprise. Ouais. Et puis, on va dégreffer, en fait, pour obtenir ce résultat-là, bien sûr, le produit vendu, mais de l'autre côté, toutes les charges qui ont été engagées, en fait, dans la production du produit. Ouais. Donc, c'est un résultat qui est très important. Voilà. Parmi tant d'autres. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, les différents résultats. Voilà. Donc, le premier résultat, je l'ai dit, qui nous intéresse bien, c'est le résultat d'exploitation. Voilà. Donc, d'un côté, on a dit le produit d'exploitation et puis les charges d'exploitation. Les produits d'exploitation sont constitués en gros des différentes ventes que l'entreprise réalise, son activité même. Et les charges d'exploitation, c'est toutes les charges qui vont rentrer dans le processus de cette exploitation. Donc, ça peut être les charges liées à la production du bien, les charges externes, les charges du personnel, les impôts, les dotations et consommation et tout ça. Voilà. Donc, ce sont des charges qui sont estimément liées à l'exploitation. Donc, on l'a bien vu en fait. C'est lorsqu'on retire les charges, lorsqu'on on retire les différentes charges du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est les ventes. C'est vraiment les ventes, les encaissements, les ventes. On a le résultat d'exploitation. Donc, ça, vous devez retenir que c'est le premier résultat qu'il faut vraiment regarder. Tous les autres résultats qu'on va voir par la suite, voilà,
sont aussi importants, mais le plus important, c'est celui-là. Voilà. Donc, un résultat d'exploitation négatif indique soit que le chiffre d'affaires a été insuffisant, donc pour couvrir les charges normales, donc c'est pour ça que c'est négatif. Et quand il est positif, c'est tout l'inverse. Voilà, c'est tout l'inverse. Donc, c'est exactement ça. Et ça veut aussi dire que quand il est positif, l'entreprise arrive à maîtriser ses coûts, du coup, à pouvoir mieux travailler. Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est le premier résultat qu'on appelle le résultat de l'exploitation. Le second résultat, lui, il est plutôt financier, ce qu'on appelle le résultat financier. Quand on a dégreffé les charges d'exploitation et la vente, on a le résultat d'exploitation. Le second résultat qu'il faut peut-être regarder, c'est les produits financiers. Une entreprise n'a pas que des produits commerciaux, entre guillemets. Prenons le cas d'une entreprise comme une wax qui vend l'épargne, consomme, manche, tout ça. Oui, c'est la matière première. Mais quand on va regarder dans les états financiers d'une wax, il n'y a pas que l'épargne qui a été vendue. Une wax, même en tant qu'entreprise, elle-même, a eu à faire des placements financiers. Donc, une wax va acheter des titres, des obligations, vous voyez, des actions aussi d'autres sociétés, tout va faire des placements diversifiés. Ces placements diversifiés là vont créer une forme de revenu, ce qu'on appelle le produit financier. Vous voyez? Donc autant une personne comme vous et moi allons acheter des actions pour nous enrichir dans la durée, une entreprise aussi fait pareil. Quand une entreprise va réaliser un bénéfice important en fin d'exercice, dans les stratégies d'optimisation de la trésorerie, on va lui conseiller en fait de diversifier son bénéfice dans sa trésorerie et tout ça dans l'acquisition de produits financiers. Pourquoi elle va faire ça? Elle va faire ça parce que ces produits financiers-là, qui sont les titres financiers, peuvent aussi être des titres qui pourront l'aider en fait à avoir encore du financement. Oui, ce sont des titres nantissables. Ça, on l'a dit dans l'une des sessions, le nantissement des valeurs mobilières. Souvenez-vous, une entreprise qui détient des titres obligataires, des titres du trésor, et tout ça, en fait, ce sont des éléments qu'elle peut, en fait, mettre en gage auprès de la banque ou d'un investisseur pour pouvoir lever du financement. Voilà, donc c'est très important pour l'entreprise de faire ça. Et vous remarquerez qu'il y a des entreprises qui arrivent à payer des salaires assez énormes, dans l'activité même, même en période de conjoncture économique, je dirais, l'entreprise paye toujours bien ses salariés. Voilà, les salaires qui sont payés, je peux vous rassurer, ne sont pas forcément liés à la vente qui a été faite dans le trimestre, hein, non. Pourquoi? Parce que l'entreprise a pris le soin de capitaliser énormément en fait dans les produits financiers, donc ça lui dégage une grosse trésorerie. Donc elle arrive à payer naturellement ses charges pour autant qu'on soit dans une période de conjoncture. Oui. Donc il va avoir d'un côté, je dirais les produits très commerciaux qui vont être vendus, biens et services, mais il peut y avoir aussi les produits financiers. Donc le résultat financier c'est important. Ça permet aussi de voir est-ce que l'entreprise, dans sa stratégie d'optimisation de la trésorerie, a eu justement cette approche avant-gardiste de pouvoir se couvrir en fait d'une restructure, je sais pas moi, de déclin temporaire, hein, bien sûr, de cette activité commerciale. Déclin qui peut être lié en fait à une conjoncture de crise. Par exemple, là, il y a la crise en ce moment en Ukraine, on le voit bien, le pétrole augmente, le blé aussi en interne, vous voyez, donc il y a beaucoup d'entreprises qui vont être affectées par ces situations-là. Mais si ces dernières ont eu à faire des placements financiers importants, même en période de crise, elles pourront être amenées à tenir la crise sur 1 an, 2 ans, 3 ans en tout cas. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière, pendant qu'on était dans une année de croissance, on n'a pas dilapidé ses bénéfices. Ces bénéfices, on a fait des provisions, on a fait des placements, on a acheté des produits financiers. Donc, retenez qu'une entreprise aussi, autant que nous, doit pouvoir faire des placements financiers importants pour pouvoir faire face à sa croissance future. C'est très, très important.
Donc, si vous voyez, vous lisez les états financiers d'une entreprise, que vous voyez qu'il n'y a pas de produit financier en interne, ça vous donne déjà une certaine idée de cette entreprise. Hein, vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est un élément assez important. Lorsqu'on a dit ça, on va apprécier, voilà, on va apprécier aussi les charges financières. Ce sont les intérêts issus justement de cette activité. Voilà. Après, il y a aussi ce qu'on appelle le résultat exceptionnel. Donc, une entreprise peut également, dans sa gestion, vendre certains produits, certaines immobilisations qui vont générer certains revenus, voilà, et aussi qui vont aussi entraîner une certaine charge, ce qu'on appelle les résultats exceptionnels. Donc, c'est une forme de résultat, en fait, voilà, qu'on a aussi, voilà. Quand on a déduit tout ceci, on va enfin déduire ce qu'on appelle l'impôt, voilà. Quand on retire l'impôt, là, on a maintenant le résultat net. Vous voyez? Donc, vous devez retenir qu'en tant qu'investisseur, lorsqu'on décide d'investir dans une entreprise, il faut pouvoir regarder vraiment ses états financiers et pouvoir se questionner sur l'ensemble des différentes sortes de gestion de l'entreprise. Et je l'ai dit, parmi tous les différents résultats là, l'un des plus importants reste le résultat d'exploitation parce que lui, il est très lié à l'activité même de l'entreprise. Voilà, le résultat financier, je veux bien. Le résultat exceptionnel, je veux bien. Le résultat net, lorsqu'on déduit les impôts, je veux bien. Voilà. Donc, mais le plus important reste le résultat d'exploitation. Voilà. Donc, quand on a compris ça, on a vu d'un côté, on a vu d'un côté, comment je vais dire ça, le bilan. On a vu de l'autre côté, comment je dis ça, le bilan et puis le compte de résultat. On a bien apprécié ça. Et comme on l'a dit, le plus important pour nous, c'est de pouvoir analyser l'entreprise. Donc, l'analyse, c'est simplement les ratios. Les ratios, en fait, sont très souvent donnés. Il faut juste pouvoir comprendre l'interprétation. Donc, on l'a dit, le but de l'analyse financière de l'entreprise, c'est de nous rassurer in fine est-ce que l'entreprise est profitable, quelle est la santé financière de l'entreprise, que l'entreprise est solvable, est-ce que c'est pas une entreprise qui perd de la vitesse, une entreprise qui est en difficulté, une entreprise qui va peut-être bientôt entrer en liquidation judiciaire, une entreprise qui va entrer en administration provisoire, une entreprise qui va fermer boutique parce que ça va pas, parce qu'il n'y a pas un bon management, parce qu'il n'y a pas une bonne stratégie commerciale et tout ça. Est-ce que l'entreprise est une bonne entreprise? Voilà. Donc, l'un des ratios les plus importants, c'est le ratio d'autonomie et de solidité. Voilà. Donc, c'est un ratio qui est très important. Il suffit simplement de diviser ce qu'on appelle l'actif net comptable. Donc, dans l'actif net, vous voyez, quand on a vu dans le bilan les actifs, donc c'est l'actif net comptable en fait, qu'on va ramener aux actifs immobilisés, ça nous permet d'apprécier la solidité donc de l'entreprise. Donc, c'est un ratio qui nous permet d'apprécier cela. Voilà. Il y a aussi le ratio d'autonomie financière. Donc, c'est toujours l'actif net comptable qu'on a vu précédemment sur la dette financière. Voilà. Donc, ce ratio nous permet justement d'apprécier l'autonomie financière. Donc, en gros, il ne s'agit pas d'aller fabriquer les états financiers. Il s'agit simplement de repartir sur les états financiers, de regarder le solde, certains soldes, notamment pour le ratio de solidité de l'actif net comptable. Donc, dans le bilan, l'actif net comptable, c'est dans le bilan. Dans le bilan, on a l'actif et le passif, donc l'actif net comptable, donc le résultat là, auquel on divise par l'actif immobilier, ça nous permet de voir est-ce que l'entreprise est solide ou pas. Pour apprécier l'autonomie financière, le ratio d'autonomie financière, est-ce que l'entreprise a les moyens de sa politique? Est-ce qu'elle est en état ou pas? On va toujours prendre l'actif net comptable auquel on rapproche par et l'appréciation de ce ratio nous permet aussi de pouvoir voir l'autonomie d'entreprise. En plus de ce ratio, il y a ce qu'on appelle le ratio de solvabilité. Voilà.
est-ce que l'entreprise est solvable ou pas. Voilà, donc on va juste prendre, on va voir la dette, c'est-à-dire la dette globale de l'entreprise, qu'on va rapporter en fait au capitaux propres. Voilà, donc ce ratio-là va nous permettre de savoir ce que l'entreprise est capable ou pas de faire face à ses engagements financiers. Premièrement, est-ce que l'entreprise est en capacité, hein, d'emprunt aussi, oui, puisqu'elle peut aussi excéder en fait ses capacités d'emprunt. Voilà. Donc, c'est quelques ratios qu'on va regarder, voilà. Mais, mais les ratios, je pense, c'est la troisième étape. Parce que pour moi, la vraie étape, c'est la différence d'état que j'ai présenté au passage, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultats. Pour mieux les apprécier, vous devez pouvoir avoir le bilan de l'entreprise sur 3 exercices et le compte de résultats sur 3 exercices et pouvoir comparer les soldes intermédiaires. Si on voit de l'évolution dans les soldes intermédiaires, déjà, ça nous permet d'apprécier l'entreprise. Quand on va revenir sur les ratios, qui sont des indicateurs, ça nous permet justement de nous faire une certaine opinion de la santé financière de l'entreprise. Voilà, donc les ratios importants, c'était le ratio de solvabilité, c'était le ratio d'autonomie, le ratio de solidité. Voilà, c'est quelques ratios, en fait, qu'il va falloir regarder. Le ratio d'endettement, c'est ce que l'entreprise est capable de faire face à ses engagements financiers. Voilà, sachant que une entreprise peut avoir les quoi de la dette pour plusieurs raisons. La dette pour financer sa croissance, la dette pour rembourser un prêt ou un emprunt quelconque. Vous voyez, c'est très important d'apprécier la politique d'endettement de l'entreprise. Donc, on va regarder les dettes, puisque les dettes à court terme, à moyen terme, à long terme, voilà. Donc, c'est très important. Donc, lorsqu'on rapporte des dettes à plus de long sur l'actif net financier, donc l'actif net, on le voit dans les bilans, ça nous permet justement d'apprécier justement cette capacité-là. Voilà, donc c'est très important de pouvoir analyser de façon assez rapide ces différents ratios-là pour nous donner une certaine image de l'entreprise. Il y a aussi les ratios de rentabilité. Vous voyez, la rentabilité commerciale, industrielle et tout ça, voilà. Donc, encore une fois de plus, une fois qu'on a compris le principe, on a compris en fait la structuration des états financiers, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat, et qu'on a les soldes intermédiaires, les soldes qu'on a vu quand je vous présentais la structure du bilan, la structure du compte de résultat. Voilà. Lorsqu'on croise ces différents soldes, en fait, ça permet de dégager cette ratio. Donc, la rentabilité commerciale, c'est la marge commerciale sur la vente de marchandises. Donc, la marge commerciale, vous l'avez, c'est une donnée qu'on a directement dans les états financiers. Et une fois que le ratio de la marge commerciale est, est supérieur à 1, cela veut dire que l'entreprise a voilà, la marge qu'elle engrange sur ses ventes est assez importante. Donc voilà, il y a une très bonne politique au niveau de la fixation des prix. Pareil pour la rentabilité industrielle, pour la rentabilité financière. Ouais, donc, et encore une fois de plus, ces différents ratios-là peuvent être calculés avec la calculatrice. Voilà. Une fois qu'on a le bilan et qu'on a le résultat, on repart sur les états financiers, on prend le solde et puis on divise et voilà. Et on a le ratio. À partir du ratio, on fait l'interprétation. C'est tout. Quand c'est pas bon, voilà, ça veut dire que voilà que le ratio de la rentabilité, voilà, que si on prend le cas, enfin, si on prend l'exemple du ratio de rentabilité, il est aussi associé indirectement à la non-profitabilité aussi. Ouais. Donc, il faut juste, en fait, dans un processus inversé de l'actu des ratios, pouvoir connaître, en fait, l'autre décor du ratio. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et le ratio, la mesure de ratio, c'est toujours 1 en général. Donc, 1, c'est, voilà. Et donc, on a les valeurs positives, les valeurs négatives. Je pense que c'est vraiment ça le principe des ratios. Voilà. Le but n'est pas non plus d'aller sur tous ces ratios. Un ou deux ratios, c'est suffisant. Dans tous les cas, lorsque ça va, ça va. Hein. Voilà. Ça, on ne va pas se cacher, puisqu'on le voit assez vite. On le voit à une seule raison. Ça, je l'ai dit d'entrée de jeu. On le voit à une seule raison. Si l'entreprise, si on arrive justement à analyser l'entreprise sur 3 exercices. Il ne s'agit pas encore une fois de plus, ça j'insiste là-dessus.
Il ne s'agit pas encore une fois de plus de tomber sur une entreprise comme ça et puis pouvoir dire ouais, j'ai vu le bilan est positif, donc j'ai investi. On a tout faux. Il s'agit de prendre 3 états financiers au minimum, pouvoir apprécier le sort du bilan et le sort du compte de résultat et voir est-ce qu'il y a une progression sur les actifs qui nous intéressent. On va regarder le stock, les investissements, on va regarder aussi les capitaux propres parce que les capitaux propres évoluent. Voyez, on va prendre le compte de résultat, on va regarder le chiffre d'affaires, surtout le résultat d'exploitation. Est-ce que la vente de l'année dernière par rapport à l'année d'aujourd'hui, quel a été le ratio de progression? Si on a vendu pour 1 milliard, cette année on a vendu pour 1,5 milliard. Ça c'est intéressant, oui. Et si on en est plus 3, on a vendu pour 2 milliards, c'est encore plus intéressant. Quand on regarde ça, on voit que l'entreprise est en train de gagner des parts de marché. Oui, c'est comme ça qu'on analyse en fait. Donc ça, en temps record, on doit pouvoir être capable de faire ça. Et on peut conforter en fait cette opinion-là par l'examination des ratios que j'ai indiqués. C'est-à-dire le ratio de la rentabilité, de la profitabilité, de l'autonomie financière, ainsi de suite. Donc l'usage des ratios financiers vient dernière démarche. Et puis ça vient justement pour confirmer notre opinion. Oui, parce qu'on peut déjà se faire une opinion. Voilà, on peut déjà se faire une opinion. Donc, en gros et en résumé, on retient que l'analyse financière et l'interprétation de l'état financier sont 2 démarches corrélées. Et nous, en tant qu'investisseurs, notre but, c'est de, en temps record, au moins de 10 minutes, pouvoir regarder ça vite et puis être très à l'aise sur ça pour apprécier la gestion de l'entreprise et pour voir est-ce que l'entreprise est profitable ou pas. C'est vraiment de ça que les questions. Voilà. C'est pour ça que quand vous allez aller aux assemblées générales des entreprises, puisqu'on était des actions, vous allez aller là-bas, conservez les états, vous pouvez aussi en demander pour les exercices précédents et pouvoir apprécier ce que je dis là. Vous voyez, vous serez très à l'aise. Donc, à partir d'aujourd'hui, votre regard sur les bilans et les comptes de résultats doit pouvoir changer aujourd'hui. Puisque vous êtes sur le terrain de l'interprétation. Parce que vous utilisez les états financiers pour pouvoir décider d'investir ou de ne pas investir. Sachant que le but de le but c'est trop dit mais je veux dire sachant que le statut voilà la fonction sachant que la fonction de l'investisseur des investisseurs que nous sommes c'est décider et décider vite parce que c'est le coût de l'opportunité aussi on va pas passer 5 heures de temps à regarder tout ça non en moins de 15-20 minutes déjà vous faites une opinion et après on va passer justement voilà, on va se décider si est-ce que oui ou non on achète les actions de cette entreprise. C'est ça la finalité. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas pour cette écoute. Donc là, ce sont les questions qui vous seront transmises par email auxquelles vous devez répondre avec exactitude. Donc, voilà. Donc, question 1, citer quelques exemples de fondamentaux d'une entreprise. Quand on parle de l'analyse des fondamentaux, on me dit quoi? Première question. Question 2. Qu'est-ce qu'un bilan? On l'a dit. Question 3. Qu'est-ce qu'un compte de résultat? On l'a dit. Question 4. Donnez quelques exemples de ratios d'évaluation d'une entreprise. Question 5. Selon vous, pourquoi est-il important de faire une analyse financière? Ça, chacun, il va. Voilà, nous, on va apprécier la justesse de vos réponses, effectivement, voilà, selon vos réponses, hein, voilà, et puis selon certains paramètres. Question 6. Comment calcule-t-on la rentabilité financière d'une entreprise? Voilà. Question 7. Qu'est-ce que le passif et l'actif d'une entreprise? Donc voilà les questions que vous devez répondre. Le directeur exécutif vous enverra un email dans ce sens très bientôt. Voilà, par rapport à ça, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va maintenant ouvrir le chapitre des questions. On avait 1 heure, là on a 53 minutes. Je pense qu'il nous reste un peu plus de 10 minutes avant de conclure la session. Voilà, donc je vous remercie. Donc, pour ceux qui veulent poser les questions, ce sera l'occasion de poser les questions.